Pourtant, je suis vu comme un héros. Et je ne dois pas craquer. Parce que beaucoup d'hommes, c'est comme une branche sur laquelle beaucoup d'hommes reposent. Quand vous craquez, tout le monde tombe. Et moi, je dois supporter ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un jour on gagne. Parce que mon rôle, c'est de faire gagner. Mon rôle, ce n'est pas de faire pleurer. Mon rôle, ce n'est pas de pleurnicher. Mon rôle, c'est de faire gagner mon équipe. Et je vais faire gagner mon équipe. Ce pays, je vais le diriger un jour. C'est une conviction profonde. C'est une conviction profonde. Et je me prépare à ça. Et je m'organise. Et je me structure. Vous avez d'ailleurs pris le temps de vous former quand vous étiez en prison. Je n'ai jamais eu autant de temps pour lire, pour regarder des films. Pour vous avez fait un MBA aussi. Oui, ça c'est quand j'étais en attente de mon passeport. Pierre, c'était un moment difficile. Parce que mon co-détenu était parti. Et moi, j'étais la seule. Je ne savais pas à quel sein me vouer. J'étais livré à moi-même. Les sons qui venaient d'Abidjan n'étaient pas à ma faveur. D'autres me disaient, les gens ne veulent même pas te voir, même à blanc-noir. On parle comme les Ivoiriens. Quand je vais sur l'Internet pour demander un rendez-vous, pour le passeport, ça rejette mon nom. C'est le signalement qui sort. J'écris à l'ambassadeur qui est à La Haye comme moi. Il ne me répond jamais. Un jour, je prends mon téléphone, j'appelle. On me dit, on vous rappelle plus tard, l'ambassadeur n'est pas là. Et un autre jour, je vais à un magasin, à La Haye, qu'on appelle Mediamarkt. Et puis, moi, je ne connaissais pas l'ambassadeur. C'est celle que j'appelle ma tutrice, Jeanne Tillman, qui me dit, voilà l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et nos regards se croisent. Mais le monsieur, il faufile comme ça, entre les rayons. Il ne voulait même pas me sentir. Il est parti. C'était un moment très difficile. Maintenant, pendant ce moment, qu'est-ce que je fais? Je pleure, je me lamente, ou bien j'accepte de vivre cette situation. C'est pendant ce moment d'attente-là, une longue attente, que je me suis confié à Maître Ndri, mon avocat. Je lui ai dit, mais maître, il faut que cette difficulté-là, je la transforme en opportunité. Moi, j'ai envie de faire un diplôme. Il m'a dit, bon, laisse-moi chercher. Il cherche et il trouve une école en Tunisie qui donne des enseignements à distance, que lui aussi faisait depuis. Il fait la diplomatie. Voilà comment je m'inscris et je mets ce moment à profit pour faire un billet en relations internationales et en relations internationales, oui. Ce que j'ai essayé de faire pour m'occuper. Et j'ai eu la première partie, c'était à distance. Et quand je rentre ici, l'école me dit, maintenant que vous êtes là, vous venez pour votre soutenance en présentiel. Et je suis allé en Tunisie, et puis j'ai soutenu, et moi je suis content d'avoir mis ce moment. Et c'est un message que je passe à la jeunesse ivoirienne. Il n'est jamais trop tard pour étudier. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors c'est peut-être le moment le plus compliqué pour moi dans cette interview qui va arriver. C'est deux questions sur lesquelles j'ai mis beaucoup de temps, sur lesquelles je me suis demandé est-ce qu'il faut que je vous les pose. Je sais qu'on vous les a posées plusieurs fois, que les réponses ont été parfois éludées, mais j'espère que vous me faites assez confiance peut-être pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Quand vous étiez en prison, vous faisiez la cuisine pour le président Laurent Gbagbo. À Beauville, 2024, un meeting où il dit ça, on va regarder. Pendant ces 8 ans, c'est Nadi qui est assise ici, qui m'a nourri. C'est elle qui me donnait l'argent chaque mois pour vivre. Parce qu'en prison, on est nourri. Mais la nourriture est tellement mauvaise que personne ne mange ça. Donc, entre nous, on se cotise. Et puis, on fait des achats. Il y en a qui disent, mais c'est moi qui faisais la cuisine pour Gbagbo. Il y en a qui disent, c'est moi qui faisais la cuisine pour Gbagbo. Mais ils ne disent pas d'où sort l'argent avec lequel la nourriture a été achetée. Il y en a qui disent, il ne dit même pas votre nom, on sait qui parle de vous, enfin, c'est de notoriété commune qui parle de vous. Vous avez dit à l'époque que vous étiez le fils réprimandable, mais est-ce que
quand on a vécu tout ça avec quelqu'un, est-ce qu'on se sent heurté, blessé dans la façon dont les choses se développent en public, sur les prises de position? Non, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Si je vous dis que ça ne me heurte pas, c'est que je raconte n'importe quoi. Moi, je suis toujours vrai, mais bon, je ne veux pas développer ce sujet. Je ne veux pas le développer parce que je me dis, même votre papa, parce que c'est moi qui ai dit que le président Gbagbo, mon père. Lui n'a jamais dit que je suis son fils. C'est moi qui ai dit qu'il est mon père. Et quand vous dites de quelqu'un qui est votre père, il y a tout un comportement qui va avec. Vous avez vu, il y a tout un logiciel que vous développez qui va avec. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en tant que fils, je n'ai pas le droit de lui répondre. Non. Au village, même au milieu du village, vous êtes là avec vos amis, votre papa peut même vous gifler. C'est son droit. Mais vous n'avez même pas le droit de lever la voix contre lui. Mais basant donc ce principe africain, et je ne veux pas commenter ça. Dans tous les cas, on a vécu ça, nous avons vécu tout cela, et voilà, c'est écrit dans notre histoire, et personne ne peut tronquer notre histoire, parce que c'est un vécu. C'est un vécu, et je ne veux pas commenter ça. Je sais que vous ne voulez pas le commenter, mais quand on vous a suivi sur toutes ces années-là, cette espèce de lien qu'il y a eu entre vous, est-ce qu'on a envie quand même de poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous sépare? Est-ce que c'est le fait que le COJEP devienne un parti? Est-ce que c'est quelque chose de plus personnel, ou en fait c'est juste le refus de rejoindre le mouvement? Tout ce que moi je peux vous dire, nous sommes allés à La Haye pour faire l'objet d'un procès face à un système international qui ne s'embarrassait pas des fioritures. Ceux qui envoyaient des preuves contre nous, parce que c'est ça le sujet. C'était Human Rights Watch, c'était Amnesty International, c'était les grandes puissances qui alimentaient le procureur et l'accusation en preuve. Dans nos documents, qu'on appelle le DCC, document contenant les charges. Tout ce que je peux vous dire ce soir. Là, dans ce trou, on était 2. Mais dans l'accusation, selon le plan du procureur, on était 4. C'est-à-dire, le commandant en chef, le président Gbagbo, qui parle avec son épouse, on va dire maintenant son ex-épouse, Simone Gbagbo, qui Simone Gbagbo, à son tour, parle à son petit Charles Blé Goudé, qui va maintenant distiller la haine dans la ville. Voilà le plan du procureur. À côté de ça, ils ont établi un lien avec le général Dobo, qui était la 4e personnalité militaire. Donc ils étaient 4 à faire l'objet des mandats d'arrêt contre la CPI. Ma prière a toujours été, Charles, fais tout pour ne pas qu'on t'utilise contre le président Gbagbo dans ce procès. Et je disais toujours à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force pour ne pas que je sois le couteau de sacrifice contre ce monsieur. Et c'est ça que vous appliquez encore aujourd'hui? Et c'est ce que j'ai appliqué. Et donc, nous avons vécu comme ça. J'ai même fait asseoir mes avocats. Maître Ndri, Maître Zokou, Maître Bougnon, Maître Kadji. Je leur dis, c'est moi qui suis en prison. C'est vrai que le président Gbagbo a son équipe de défense, mais considérez-vous comme une équipe relais. Comme les avocats du président Gbagbo, ils peuvent rater des choses factuelles. Comme vous êtes ivoirien, vous pouvez tout de suite récupérer. Et je vais vous donner un exemple. Maître Bougnon qui prend un témoin qui était venu, qui parlait, il a pris un taxi à Saint-Jean, et il partait à Djamé, et le taxi est passé vers Golf Hotel. Bougnon a dit stop. Ce qu'un blanc n'aurait pas dit. Vous allez à Djamé, vous prenez un taxi à Saint-Jean, et votre taxi passe vers le Golf Hotel. Est-ce qu'on peut parler? À partir de là, le témoin il est discrédité. Et voilà, moi, le travail que moi je voulais. Et je suis fier aujourd'hui que durant ce procès, je n'ai pas du tout servi de couteau de sacrifice. Et quand je suis arrivé, pendant 4 jours, le procureur a écrit noir sur blanc, empêcher tout mouvement et tout contact entre Charles Blé Goudé et M. Gbagbo. Je dis M. Gbagbo, pas parce que je ne veux pas l'appeler président, mais en prison, c'est comme ça. On nous interdisait d'être comme ça.
Donc on m'isole. Quand j'arrive à 3 h du matin à La Haye, on m'isole. Nous sommes dans la même prison, mais on doit faire en sorte qu'on ne se voit pas. Donc moi j'étais là, je dis, mais comment? Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils visent? Ah ok, ils pensent certainement que c'est le président Gbagbo qui me met les mots dans la bouche. Et puis, le deuxième jour, on me dit que le procureur veut me voir. Donc je peux en parler aujourd'hui, je suis là. Le procureur arrive avec son équipe, avec des enregistreurs, tout ça, des recorders, tout. On veut que vous nous parliez de M. Gbagbo, M. Blé Goudé. Je lui ai dit d'accord. Juste une question à poser. Où est mon avocat? Pourquoi vous vous adressez à moi sans la présence d'un avocat? Or, on m'avait commis un avocat qui était un juge. Et puis, je lui ai posé une deuxième question. Parce qu'il se disait certainement, oh, ce monsieur, il a fait 14 mois, parce qu'il a dans le rapport. Il y a un rapport qui me suit. Hein, il y a une fiche qui me suit. Ce monsieur, il a fait 14 mois à la DST, sans voir la lumière, il n'avait pas la notion du temps. On peut donc obtenir de lui tout ce qu'on veut. Moi, non, ce sont trompés des clients. Je leur demande, quel est mon statut pour que je vous parle de M. Gbagbo, comme vous le dites? Est-ce que je suis un témoin à charge contre M. Gbagbo ou bien est-ce que je suis un co-accusé de M. Gbagbo? Le monsieur là, il se rend compte qu'il a affaire à du costaud. Alors, il dit non, vous êtes un accusé. Il dit voilà, donc vous et moi, on a un seul endroit où on doit se rencontrer. C'est donc dans la salle d'audience. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je suis accusé. Ils partent. Maintenant, moi, je demande à mon avocat après. Comment toi, tu peux accepter d'être dehors pendant que je suis face au procureur? À partir de là, je me suis séparé de lui. Et j'en ai informé le président Gbagbo. Et il a osé me poser une question. Est-ce que vous avez confiance au président Gbagbo? J'ai senti ça comme un déchirement. C'est des choses que je n'accepte pas. J'ai dit, ok, lui là, c'est terminé. Et je me suis séparé de lui. Et c'est comme ça que j'ai appelé tous mes amis. Maître Claver, avec qui on a fait l'université, Maître Zokou, avec qui on a fait la cité de Yopougon, Maître Bougnon également, avec qui on a fait la cité de Yopougon. Je voulais montrer que on peut être jeune africain, n'avoir jamais mis les pieds dans un amphithéâtre en Europe, et puis être capable de vaincre la Coupe internationale. Voilà mon trophée. Je me pose quand même une question. Quand on a connu toutes ces étapes-là, quand on a eu autant de gens qui vous ont suivi pour cette association de deux images fortes panafricanistes, est-ce qu'on n'a quand même pas un devoir de leur expliquer pourquoi aujourd'hui vos routes se séparent? Non. Je pense que j'ai jamais voulu entrer dans ces détails-là. Tout ce que je peux dire aux Ivoiriens ce soir, c'est que tout cela, vous voyez qu'on défend les mêmes idées. Le président Gbagbo de son côté, moi de mon côté, on parle toujours de la Côte d'Ivoire, de comment on doit faire qu'on puisse impacter. Toute cette situation est due à une personne qui n'a rien à voir avec notre combat et qui est venue ici inviter. Et qui a gâché tout cela, juste pour sa propre gloire. C'est tout ce que je peux dire. Une personne? Oui, et je m'arrête là. Et qui a promis avoir ma peau. Et qui m'a envoyé quelqu'un me dit, tôt ou tard, j'aurai ta peau. Je pense qu'on est dedans. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Je préfère, moi, prendre ces coups et puis ne pas être celui dont on te sert, vous voyez, pour pouvoir nuire à la personnalité que j'ai toujours défendue. Donc, tout à l'heure, vous m'avez montré un film. Ouais. Vous voyez en train de... Quelqu'un d'autre serait venu répondre à tout ça. Non, 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 non. Je ne veux pas me renier. Je peux vous donner un document à la Coupe internationale que j'ai publié aujourd'hui sur ma page, où j'ai dit au procureur en direct, je ne me renierai pas. Je connais le président Gbagbo. Je suis fier de le connaître. Il n'est pas un criminel. Là, on était là face au lion qui crachait le feu. C'est là. Je n'étais pas derrière un ordinateur. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas de moi qui parle. La personnalité dont ils parlent a peut-être mon visage, mais ce n'est pas Charles Blé Goudé. Je ne sais pas trembler. J'assume ce que je fais. Et je l'ai assumé devant la Coupe internationale. Je n'étais pas au 16e arrondissement de Yopougon. J'étais là face à des juges de qui dépendait ma mort ou ma vie. Charles Taylor a été condamné à 50 ans, là, devant moi.
Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans, là, devant moi. Nguyen Dominique a été condamné à 25 ans, là, devant moi. Praliak, un Yougoslave, s'est donné la mort après qu'on ait prononcé sa sentence à la Coupe pénale internationale. C'était celui avec qui on joue au ballon. C'est de là que je viens. Pat Sako a dit, respectez ceux qui ont vécu. Moi, je vous dis ce soir, respectez ceux qui ont survécu. Et j'ai dit. On va refermer ce chapitre. On a beaucoup parlé de c'est notre histoire. Politique, votre vie. C'est notre histoire. Quand j'en parle souvent, je me mets triste parce que je ne vais pas me mettre en colère. C'est notre histoire. Moi, je n'ai pas été en prison par procuration. C'est ma vie qui a failli y rester. Pour en parler, faisons un peu attention. On ne sait pas de quoi on parle. On ne peut pas fabriquer cette histoire. On ne peut pas la traficoter. On ne peut pas la trafiquer. On ne peut pas tordre le cou à notre histoire. C'est notre vécu. Oui, j'ai une histoire avec les Ivoiriens. J'ai une histoire avec les Ivoiriens. Et cette histoire a été écrite au prix de ma vie. Non, je n'ai pas vécu par procuration. Parce que j'étais le fils d'eux. Parce que j'étais l'amant d'eux. Parce que j'étais la femme d'eux. Parce que j'étais le fils d'eux. Non, je l'ai vécu moi-même. Et j'en ai payé le prix cher. Et je l'assume. Alors on demande à tous nos invités de ramener un objet qui a une valeur sentimentale pour eux. Ça peut être un souvenir de la vie politique, ça peut être quelque chose de familial, mais vous avez fait le choix de ramener cette éponge, qui est donc celle avec laquelle vous preniez vos douches à La Haye, que vous gardez aujourd'hui. On essaie souvent de se séparer de ces mauvais souvenirs, de ce qui nous rappelle ce qu'il y a de plus dur, mais vous faites le choix de la garder. C'est votre objet souvenir aujourd'hui. Oui, c'est mon objet souvenir. À seulement regarder cette éponge, ça me rappelle beaucoup de choses. D'abord, pour que je l'obtienne en prison, c'est un combat. Ce n'est pas autorisé à la CPI. Les gardes et le directeur de la prison disaient que j'allais m'en servir pour me suicider, parce que c'est toute une corde. Et qu'ils pouvaient me trouver un chiffon. J'ai dit, moi, je ne me lave pas avec les éponges comme ça. Moi, je viens d'Abidjan. Moi, c'est avec ça que je me lavais. C'est ma grande sœur Antoinette, qui est à Paris, qui me l'a apporté. Et on ne voulait pas d'abord accepter de me donner. Et donc, ce qu'on avait signé comme accord entre la direction pénitentiaire et moi, c'est que chaque fois que je finissais de me laver, eux, ils récupéraient, les gardes, ils gardaient ça avec eux. Ça ne partait pas avec moi dans ma cellule. Parce qu'ils avaient peur que je puisse m'en servir pour me suicider. Alors moi, je demandais à voir le directeur de la prison, je demandais à lui parler. Je lui ai dit, écoutez, ceux qui se suicident, c'est ceux qui n'ont plus d'espoir. Moi, que vous voyez, je vais sortir de cette prison un jour. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, vous pouvez noter ça. Donc moi, je n'aurais pas à me suicider. Beaucoup d'Ivoiriens comptent sur moi. Ils ne sont peut-être pas les 30 millions, mais il y a une bonne partie qui compte sur moi. Je me suiciderai pas, ce serait les trahir. Cette éponge-là est une partie de moi. J'ai tout fait quand je fais mes bagages pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir avec cette éponge-là qui compte beaucoup pour moi. Et je vais traverser beaucoup de temps avec ça. Je ne me lave plus avec, mais je garde. Chaque fois, je me rassure qu'il est là, à côté. L'histoire, le droit, la justice vous a donné raison, vous êtes revenu. Les Ivoiriens ont l'occasion de découvrir un nouvel homme, cette nouvelle posture plus sage que vous rappelez. Vous êtes presque transfiguré, avec un discours apaisé, je le rappelais dans l'introduction. Je sais qu'il y a bien sûr le temps et la solitude, comme vous l'avez rappelé, qui jouent sur cette transformation, les convictions aussi, mais qu'est-ce que cela demande de plus profond à l'intérieur de quelqu'un de changer autant? C'est le dépassement de soi. Montrer que notre personne n'est pas au-dessus de la vie des autres. Quand les mots qui sortent de vos bouches engagent la vie de millions de personnes, prêtes à faire tout ce que vous leur demandez, parce que simplement c'est vous, vous faites attention. Première chose. Deuxième chose, quand un avion tombe, tout de suite, on cherche la boîte noire. Pourquoi? Pour chercher les raisons du crash. Et faire en sorte que cet avion ne tombe plus pour la même panne. En Côte d'Ivoire, Pierre, est-ce qu'on a cherché la boîte noire de 2010, de 2011, de 2015, de 2020, où on a joué même au ballon avec une tête humaine? Moi, j'ai cherché la boîte noire. Et c'est à partir des informations que j'ai recueillies dans la boîte noire que j'ai choisi cette trajectoire d'apaisement, de pardon, de m'humilier même souvent. On grandit dans l'humiliation, on grandit aussi dans l'humilité.
je sais, et je suis conscient, que beaucoup d'Ivoiriens ont beaucoup perdu et qui sont révoltés. Mais en tant que leader, c'est notre rôle de les apaiser et non de les monter. Les injustices sont là. Moi-même, je suis victime d'une injustice. Vous le savez très bien. Je suis rayé de la liste électorale. On dit, mais pourquoi? Pourquoi il ne gonfle pas la poitrine? Ça veut dire que le pouvoir l'utilise. On n'utilise pas celui qui veut gouverner un jour. Vous et un autre aujourd'hui. Donc moi, je peux vous dire que le diagnostic que je pose, c'est que mon peuple a été traumatisé. Vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui sont partis d'ici il y a 2 ans et qui sont revenus quand ils avaient 17 ans. Ils ne savent pas s'il faut parler anglais ou français. C'est un trouble dans notre société. Comment on règle tout ça? Ces deux catégories d'Ivoiriens. Il y en a dont la maman était enceinte quand ils fuyaient la Côte d'Ivoire. Quand ils reviennent ici, ils ont soit 11 ans, soit 15 ans. Comment on règle tout ça? Ce sont les résidus de la crise ivoirienne. Et quand on arrive là, mon ego ne compte plus. Mon orgueil ne compte plus. Si mon pardon peut apaiser un cœur, je le fais. Ça ne fait pas de moi un traître. Je veux construire, je veux bâtir. L'Europe, où on fuit pour aller à travers la Méditerranée, elle a eu son histoire. Si elle s'est reconstruite, c'est parce qu'elle a su tirer les leçons de ces milliers de millions de morts pour se reconstruire aujourd'hui. Regardez l'Allemagne et la France. Vous avez pardonné à tout le monde. C'était 2 rivaux. Mais aujourd'hui, ces 2 pays sont le pilier sur lequel repose l'Union européenne. Je ne dis pas que j'ai pardonné à tout le monde. Moi, je continue de demander pardon. Quand on demande pardon, ce n'est pas parce que forcément, les gens me demandent, mais ils demandent pardon, et ils s'accusent de quoi? Je regarde le résultat que le pardon va produire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne me parlaient pas, qui m'adressent la parole. C'est un premier pas. Vous voyez, je prends les 3 carreaux de Mao. Vous avez là vos partisans convaincus, prêts à tout, parce que ça vient de vous. Vous avez là ceux qui hésitent s'il faut aller avec vous ou pas. Et vous avez là ceux qui, même quand c'est bleu, que vous dites que c'est bleu, parce que ça vient de vous, disent non, 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 c'est pas vrai. Ceux qui sont donc contre vous. Un leader doit travailler, attendre vers les 2 carreaux. Conserver les acquis, mais les flottants et les hésitants, les transformer en acquis. Et puis réussir ceux qui sont contre vous à tout moment, ceux qui sont dressés contre vous, ceux qui sont sceptiques, les transformer en hésitants. Quand vous posez un acte, quand vous prononcez une parole, comment vous allez diminuer la liste de ceux qui vous regardent en chien de faïence. C'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous voulez que la Côte d'Ivoire change? Ce changement-là, vous devez l'opérer sur vous-même d'abord. C'est ce que j'essaie de faire. Mandela l'a fait. Mandela sort de prison, il n'a mis aucun blanc en prison. Le jour où il devait construire, qu'on lui allait prendre un cuisinier, vous savez qui il allait prendre? Celui qui cuisinait pour lui en prison. C'est ça. Il a tendu la main à ceux qui avaient la possibilité d'écraser. C'est ça qu'on dit un leader. Un leader, ce n'est pas celui qui rappelle toujours les pages noires de l'histoire. Les Ivoiriens ont besoin qu'on leur parle d'avenir. Ils ont besoin qu'on leur parle d'espoir. C'est de ça que je veux parler avec eux. De leur économie, de leur santé, de la corruption qui fait perdre à la Côte d'Ivoire près de 1,400 millions. Et pas un. C'est ça que je veux qu'on discute. Et qu'on leur parle autrement aussi, avec